Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons parler des stablecoins aujourd'hui. Les stablecoins sont-ils en train de devenir les actifs stars ou les actifs privilégiés lorsque l'on parle du monde des crypto-monnaies? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Salomé Tiblou-Galas. Bonjour Salomé Tiblou-Galas. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes superviseur blockchain et crypto chez KPMG France et vous constatez que les stablecoins plaisent de plus en plus quand on regarde les activités au global sur la blockchain. Exactement. Donc peut-être pour commencer par redonner une définition de ce que sont les stablecoins. Donc ce sont des crypto-actifs qui circulent sur des infrastructures blockchain qui sont conçues, comme leur nom l'indique, pour maintenir une valeur stable sur les marchés. Bien sûr. Et souvent indexées sur une monnaie fiduciaire. Aujourd'hui, on a des stablecoins dollars principalement, mais on a aussi des stablecoins euros et on peut avoir des stablecoins libellés dans d'autres monnaies. Et en effet, aujourd'hui, une grande partie des transactions on-chain sont libellées en stablecoin. Donc, d'accord. 50% des volumes échangés en crypto qui le sont en stablecoin. Et pour donner un peu plus d'éléments sur la valorisation du marché des stablecoins, on est à 170 milliards. Pour vous donner une idée, le marché des cryptos au global, c'est 2,28 trillions, il me semble. C'était 125 milliards l'année dernière, donc c'est plus 35%. Donc on voit que ces actifs prennent une importance grandissante pendant ces derniers mois. Et est-ce qu'on a des facteurs explicatifs? Est-ce que c'est lié à un changement de contexte d'investissement? C'est lié à un usage peut-être un petit peu différent? Eh bien, un peu des deux. En effet, aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs de cette adoption qui prend de plus en plus d'importance. Le premier, c'est peut-être un contexte de marché, c'est-à-dire qu'avec la volatilité des cours crypto, eh bien, finalement, ces actifs, c'est un peu le meilleur des deux mondes pour les investisseurs. À la fois, il reste des crypto-actifs. Donc, si on souhaite se couvrir contre la volatilité des taux, on n'a pas besoin de se reconvertir en monnaie fiduciaire. On peut rester dans l'écosystème crypto. Et à la fois, on l'a dit, ce sont des actifs stables qui bénéficient de toutes les caractéristiques des crypto-actifs. Et enfin, peut-être trois autres facteurs. Le premier, c'est des nouveaux usages qui se développent, en particulier dans les pays en développement, donc hors des zones euro et US, par exemple au Nigeria, en Turquie, au Brésil, où les stablecoins sont de plus en plus utilisés pour de l'achat-vente en dollars au quotidien. D'accord. Un second point peut-être un peu plus marginal, mais qui risque certainement de prendre de l'importance dans les mois qui viennent, c'est qu'ils sont utilisés comme actifs de règlement par les acteurs institutionnels. On avait beaucoup parlé de BlackRock avant l'été, notamment avec le lancement d'ETF Bitcoin et d'ETF Ethereum. Eh bien, BlackRock a aussi lancé un fonds monétaire tokenisé qui s'appelle Beedle. Donc, il représente sur blockchain des bons du trésor américains et il permet à ses investisseurs d'en faire la rédemption en stablecoin dollar. Et ça veut dire que lorsqu'on a des grands acteurs institutionnels qui vont vers la tokenisation, ce qui se fait de plus en plus, alors certains sont en phase de test, d'autres peut-être un petit peu plus avancés, le stablecoin joue un rôle finalement dans la tokenisation d'actifs financiers traditionnels. Il joue un rôle très important en tant qu'actif de règlement, encore une fois, parce qu'à partir du moment où on tente de répliquer certains services de la finance traditionnelle dans l'écosystème crypto, eh bien c'est très intéressant d'avoir un actif qui réplique l'index d'une monnaie fiduciaire qui nous permet d'acheter et vendre ces produits financiers. Et alors, vous disiez qu'il y avait trois éléments complémentaires, j'imagine qu'on va parler réglementation un petit peu aussi. Tout à fait. Le dernier élément, c'est le cadre réglementaire qui se structure dans plusieurs régions du monde, mais particulièrement en Europe, puisque MiCA, Market in Crypto Asset, qui est le règlement pour les cryptoactifs en Europe, est entré en vigueur, et pour l'instant d'ailleurs seulement sur les stablecoins depuis le 30 juin dernier. Alors, on ne crée pas un stablecoin comme ça. Pour cela, il faut quand même un mécanisme qui permette de garantir la stabilité de la valeur. C'est ce qu'on appelle généralement le collatéral. On l'a vu, il y a plusieurs types de stablecoins. Comment est-ce qu'on avance sur ce sujet aujourd'hui, notamment quand des acteurs traditionnels, vous l'avez dit, utilisent aussi cet outil? Eh bien, si on s'intéresse à ce qu'il y a derrière les stablecoins et qu'on s'intéresse aux enjeux derrière le collatéral, aujourd'hui, la plupart des stablecoins dits centralisés sont collatéralisés par du cash ou du cash équivalent, donc des actifs très liquides qui permettent finalement de très facilement se reconvertir en monnaie fiduciaire. Quand on dit du cash, c'est de l'euro ou du dollar, par exemple? Exactement. D'accord. Donc, en principe, pour un jeton stablecoin dollar émis, par exemple, on va avoir un dollar mis en séquestre dans un compte bancaire. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Finalement, c'est comme les dépôts bancaires. Aujourd'hui, les banques ont ce qu'on appelle des réserves minimum, et elles ont aussi une partie de nos dépôts bancaires qu'elles réinvestissent afin d'obtenir un rendement. Eh bien, c'est la même chose pour les stablecoins. Et on voit d'ailleurs les leaders du
marché comme Circle ou Tether qui génèrent des milliards de rendements en réinvestissant ce collatéral dans des cash équivalents, on appelle ça, donc ici des bons du Trésor américain, qui permettent de générer un rendement, mais qui restent à la fois des actifs très liquides et peu risqués. Et d'ailleurs, là-dessus, pour donner un chiffre assez intéressant, mais qui illustre bien ce propos, avec la baisse des taux de la Fed de 50 points, donc on passe de 5,5% à 5%, il me semble, selon un rapport de Blue Chips, sur un an, ça représenterait 488 millions de dollars de pertes pour Tether et 144 millions de pertes pour Circle. Et alors, il y a d'autres types de stablecoins où là, le collatéral est composé d'autres cryptos quelque part. Ça, c'est toujours des stablecoins j'ai envie de dire qui ont le vent en poupe à l'heure actuelle, sachant qu'on a pu voir il y a quelques mois, voire quelques années, que c'était un petit peu plus compliqué parfois pour ce type de stablecoin. Complètement. Donc là, on a un peu parlé des bons élèves. C'est vrai qu'il y en a des moins bons, notamment le TUSD, qui est un stablecoin dollar un peu moins utilisé que les leaders qu'on a cités aux États-Unis et qui est aujourd'hui critiqué par la SEC, donc le régulateur américain sur les securities, qui les accuse d'être un stablecoin frauduleux, tout simplement parce que le collatéral est assez opaque et qu'il est investi dans des parts de sociétés offshore, ce qui ne respecte pas la protection des consommateurs. Et là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est de voir que malgré l'absence de cadre réglementaire clair aux États-Unis, eh bien, le régulateur va dans le sens de MiCA et du règlement européen qui aujourd'hui impose aux sociétés émettrices de stablecoins d'avoir minimum 60% du collatéral sur du cash et 40% qui peut être investi sur des cash équivalents, mais dans une liste assez restreinte tout de même d'actifs. Alors vous avez mentionné BlackRock tout à l'heure, mais il y a d'autres acteurs privés qui lancent leurs stablecoins. On mentionnera notamment en France Forge, la filiale de Société Générale qui a lancé son stablecoin. Tout à fait. Forge, qui il y a déjà quelques mois avait lancé son stablecoin et avait obtenu sa licence d'établissement de monnaie électronique et qui vient d'annoncer un partenariat avec Bitpanda et qui va certainement permettre de démocratiser davantage l'utilisation de ce stablecoin. Aujourd'hui, c'est 33,6 millions de valorisation de marché. Ça reste une goutte d'eau par rapport aux 170 milliards des stablecoins, mais on rappelle d'une part que c'est 98% de stablecoins dollars. En plus, c'est une initiative lancée par une grande banque qui plus est française, donc ça reste quand même loin d'être anecdotique. C'est la seule initiative en Europe ? Non, il y a plusieurs initiatives en Europe. D'ailleurs, il y a aussi la BBVA, une banque espagnole, qui vient d'annoncer, elle aussi, le lancement de son propre stablecoin. On ne sait pas encore si c'est de l'euro, du dollar. Il sera lancé début 2025. Mais deux choses très intéressantes là-dessus. La première, c'est qu'il sera lancé sur une infrastructure publique. Donc, ce qui veut dire qu'il a vraiment là aussi vocation à se démocratiser et non pas à exister seulement dans un circuit fermé de paiement interbancaire, par exemple. Et la seconde, c'est qu'il sera lancé sur la plateforme de tokenisation qu'a annoncé Visa, qui va permettre à tout acteur financier de déployer son propre stablecoin. Et donc, on voit que finalement, dans ce contexte de réglementation qui se structure, avec des établissements bancaires qui sont déjà en partie en conformité, par exemple, la banque espagnole n'a pas besoin de passer sa certification d'établissement de monnaie électronique. Bien sûr. Et avec des outils comme celui de Visa, qui, techniquement parlant, rend beaucoup plus facile de déployer ces stablecoins, eh bien, ça reste assez prometteur pour les mois qui viennent. Merci beaucoup Salomé Tiblougalas de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes superviseur blockchain et crypto chez KPMG France. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.